Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Phlegmatique et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Android, Diamant et Arc-en-Ciel. Salut la famille! Après une petite pause d'une semaine pour cause de vacances, en famille justement, Animedia revient pour attaquer la dernière ligne droite qui va nous emmener jusqu'à la fin de l'année 2025. Et ce mercredi 22 octobre est un jour important d'ailleurs pour cette année puisque c'est évidemment le jour de la sortie de Arco, un film français signé Hugo Bienvenu et qui a reçu en juin dernier le cristal du long métrage au Festival d'Annecy. Et si vous êtes fan de cinéma d'animation ou que vous suivez l'actualité du cinéma au sens large, vous l'avez peut-être remarqué un petit peu partout, Arco est dans tous les médias avec énormément d'interviews de son réalisateur mais aussi de sa productrice qui n'est autre que Nathalie Portman. Tout ça, on va y revenir. D'ailleurs, est-ce que le film mérite autant d'agitation ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Après un petit rappel de la structure de ce podcast, je vais commencer par ma critique du film que j'ai vu au Festival d'Annecy. Spoiler, j'avais déjà beaucoup aimé à Annecy, j'aime toujours autant maintenant. Ensuite, on va remettre un petit peu de contexte pour parler de son réalisateur, justement, d'Hugo Bienvenu, de comment il a pensé le film, d'où ça vient. On va revenir aussi sur sa carrière, puisque si c'est son premier long métrage d'animation, c'est loin d'être un nouveau venu dans le game. Et puis forcément, de la collaboration avec Nathalie Portman et sa boîte de production. Ensuite, on se posera la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir, c'est pour qui Arco ? Et puis, on lui décernera une note sur 5 pour le replacer dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. Et on terminera, comme le veut désormais la coutume, avec un petit calendrier des sorties. Ouais, j'ai raté la semaine dernière et entre-temps, il y a eu quand même pas mal de choses et ce 22 octobre aussi. Donc, on va essayer de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce qui se passe actuellement dans le monde de l'animation. Allez, enfilez votre combinaison arc-en-ciel, on s'envole vers le futur. T'es qui, toi? Mickey? Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Iris. Arco. Mais tu viens d'où? En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d'une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C'est Arco. Lui vient du futur lointain et idyllique de 2932 où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui. Arco est sorti en France ce mercredi 22 octobre. Il est réalisé par Hugo Bienvenu, écrit par Hugo Bienvenu et Félix de Givry. Au casting VF, on retrouve Margot Ringard-Oldra et Oscar Tressanini dans les rôles de Arco et Iris. Et derrière, attention, il y a du beau monde avec notamment Alma Jodorowsky, Swan Arlo, Vincent Macaigne, Louis Garrel, William Legbill ou encore Oxmo Puccino. Ouais, rien que ça. Le film est produit par Remembers Mountain Hay et France 3 Cinéma. Il est distribué en France par Diafana. Il a été présenté pour la première fois en sélection officielle au Festival de Cannes en section séance spéciale et il a donc, comme je l'ai déjà dit en introduction, décroché le cristal du long métrage au Festival du film international d'animation d'Annecy. Alors comment parler d'Arco aujourd'hui, mercredi 22 octobre, alors qu'il est précédé d'une aura quand même assez incroyable depuis mai-juin justement entre Cannes et Annecy et puis même depuis plusieurs semaines puisqu'on a vu le film faire le tour
des festivals aux États-Unis, au Canada, où il a d'ailleurs précédé d'une énorme hype. Et puis on a même vu carrément Hugo Bienvenu enchaîner les interviews, les plateaux télé, même carrément avec Nathalie Portman sur le plateau de Quotidien. Vous avez peut-être vu passer ça, c'est quand même assez fou pour un film d'animation français. Mais donc au-delà de tout ça et au-delà de tout ce star system paillettes comme on aime beaucoup mine de rien en France, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça vaut Arco? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film qui est à la croisée des genres. Il y a de la science-fiction, puisqu'il y a forcément une histoire de voyage dans le temps, de passage du futur au futur proche, avec énormément de place laissée à la technologie, aux robots, etc. On va y revenir. Il y a forcément aussi une part de fantasy, voire de fantastique, puisque on suit quand même principalement l'histoire de Iris, qui voit débouler cet enfant du futur dans son quotidien. Il y a aussi un peu de coming of age story, c'est-à-dire de passage à l'âge adulte, si on veut, même si les enfants sont plutôt des préadolescents, quand même ils vivent des choses qui vont les aider à se révéler, à grandir. Il y a de la comédie, voire de la comédie romantique entre les deux personnages, même si évidemment ils sont un petit peu jeunes pour ça, c'est quand même bien présent. Et puis évidemment, Arco, c'est un film d'aventure, de l'aventure quotidienne, comme le faisait si bien notamment Amblin, notamment le cinéma des années 80. Et là, forcément, on va y venir. Hugo Bienvenu, il est né en 1987 et on sent qu'il a grandi, immergé dans tout ça, dans tout ce cinéma, dans toutes ces séries d'animation ou pas des années 80-90. Lui cite comme influence directe DBZ, qui l'a vraiment mis d'abord au dessin, et puis Princesse Mononoke notamment, qui l'a convaincu de vouloir travailler dans le monde de l'animation, donc des références forcément très très fortes, mais surtout qui viennent de la pop culture, quelque chose d'assez normal et d'assez consensuel pour cette génération-là. Et puis il cite aussi, ça aussi on le ressent énormément dans Arco, des grands poncifs, mais un peu des passages obligés, là encore, qui ont cette capacité d'émouvoir et de laisser d'énormes souvenirs quand on est jeune, que sont E.T. ou Indiana Jones. Et ça, c'est en partie ce qui fait l'universalité du film, ou en tout cas sa force, le fait de pouvoir parler à toutes les générations. Il s'adresse à la fois aux enfants, puisque le film est à leur hauteur, aux enfants d'aujourd'hui, et puis ceux d'hier qui ont vu les mêmes films, les mêmes séries que Hugo Bienvenu et qui vont aller voir le film aujourd'hui peut-être justement accompagnés de leurs enfants qui ont à peu près l'âge d'Iris et d'Arco dans le film. Donc tout ça crée une genre de boucle, comme un cycle de la grande pop culture si vous voulez, tout ça s'entre-alimente, mais, et je pense qu'il faut le dire tout de suite, sans aucun cynisme, sans aucun opportunisme. On est vraiment à des milliers de kilomètres de l'exploitation de ces licences, de ces schémas bien connus, notamment des années 80, et on glisse doucement vers les années 90, qu'on peut connaître aujourd'hui dans les grands studios. Non, c'est simplement les influences d'Hugo Bienvenu, ce qui l'a essayé de retranscrire dans ce qui est son premier long métrage. On va parler plus en avant de l'histoire, puisque au premier plan, il y a cette histoire d'amitié entre Arco et Iris, que personnellement, j'avoue, j'ai trouvé très touchante, carrément bouleversante même, puisque on apprend au fil du film qu'elle peut potentiellement changer le cours de l'humanité. Alors bien sûr, je n'en dis pas trop, je ne l'ai pas précisé en introduction, même si je sais qu'il y a eu beaucoup d'avant-premières, que le film a pas mal tourné en festival. J'imagine que ceux qui m'écoutaient là actuellement, le jour de la sortie, vous n'avez pas vu Arco, je m'en voudrais bien sûr de vous le spoiler, donc rassurez-vous, vous êtes safe là-dessus. Je pense l'avoir déjà dit dans un précédent épisode d'Animédia. Moi, c'est vrai que les histoires d'amitié, c'est vraiment le genre de choses qui me touchent. Et là, on est avec des personnages qui ont envie de se battre l'un pour l'autre, qui sont prêts à tout donner de façon purement désintéressée, naïve, candide presque. Et là, ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien, en tout cas pour moi, à ce niveau-là. Les personnages, je trouve, sont très, très bien écrits. Et puis derrière, on a tout le contexte écologique de la relation de l'humanité à la nature et à la technologie. Pour vous resituer un petit peu le contexte du film, ce qu'on voit très brièvement, à peine dans la bande-annonce, c'est que, grosso modo, on est dans une genre de banlieue pavillonnaire, pas déterminé, on ne sait pas où ça se passe exactement, mais où les gens vivent dans des genres de bulles individuelles. Et puis Iris, c'est son cas, mais on peut imaginer que c'est le cas dans d'autres familles, elle est un petit peu laissée à elle-même, c'est son robot Mickey qui s'occupe d'elle et de son petit frère pendant que les parents travaillent loin et puis en gros dînent avec eux en hologramme ou viennent leur dire au revoir
pareil en hologramme sans être physiquement là. Donc il y a quand même un certain abandon aussi de la part des parents. Et puis il y a aussi la nécessité de travailler à un endroit et de vivre à un autre. Donc ça vraiment c'est là, hein, c'est absolument pas caché, même si c'est pas forcément le sujet du film ou que c'est pas appuyé avec des gros sabots, hein. Et ce que j'aime d'une manière générale dans ce film, c'est qu'il y a un regard rétro-futuriste sur tout ça. Si vous voulez, l'esthétique du film, c'est un peu celle de comment les années 50-60 s'imaginaient l'époque dans laquelle nous on vit, ou l'époque du film, c'est-à-dire un petit peu plus loin, c'est-à-dire plutôt 2075. Mais pour eux, voilà, rien que le passage à l'an 2000, on s'imaginait déjà un petit peu tout ça, hein, des voitures très très rondes, des véhicules qui flottent au ras du sol, des robots qui sont là pour des aides ménagères, des aides à tout faire, une vision très positive de tout ça. Dans le monde d'Arco, c'est pas la technologie en soi qui pose problème, hein, même si on peut imaginer que les dérèglements climatiques sont une des causes de ça, elle n'est pas pointée du doigt directement. Et puis on retrouve le style, l'esthétique d'Hugo Bienvenu avec des couleurs très franches, criardes presque, hein, et puis des personnages aussi très over the top. On peut parler des trois méchants, je mets des guillemets, qui ont les lunettes caractéristiques, hein, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais si vous allez voir différentes œuvres d'Hugo Bienvenu, c'est quelque chose qui revient régulièrement, pour ne pas dire à chaque fois, dans ce qu'il a pu produire avant ça. Donc on a globalement une ambiance assez calme, hein, assez bienveillante, une petite banlieue pavillonnaire sans problème, bien sous tout rapport, mais donc cette catastrophe climatique à venir et qui est partout, hein. Certes, la technologie fait qu'on en ressent moins les effets, mais là encore, ça intervient très tôt dans le film. On voit ces bulles qui servent justement à protéger de vents hyper violents, de tempêtes qui s'abattent sur ces régions-là, avec les robots derrière qui passent pour nettoyer, pour entretenir la commune, hein. Et puis ce feu, l'incendie qui se rapproche, qui est en arrière-plan et qui va finir, on s'en doute, par arriver et faire irruption dans le récit. En plus de ça, et c'est là que forcément l'écologie a une part centrale dans ce qu'Arco raconte, c'est que via lui, ce personnage-là, hein, qui vient de quasiment 900 ans plus tard, on sait que grosso modo la Terre en tant que telle n'est plus vivable, qu'elle a été engloutie, submergée, on ne sait pas trop exactement, mais qu'en tout cas ils ont été obligés de se réfugier. Les humains de cette époque-là ont été obligés de se réfugier dans des grandes maisons au-delà des nuages, et forcément on revient encore aux influences, on pense beaucoup au château dans le ciel avec ce havre de paix où la nature retrouve justement sa juste place. Mais ce qui est encore une fois très fort, je trouve, dans Arco, au niveau de son écriture, c'est que le regard qui est porté là-dessus n'est jamais ni pessimiste, ni désabusé. On n'est pas complètement dans un post-apo, puisqu'on sent que la menace, elle est là, mais même quand on est quasiment un millénaire plus tard, c'est pas non plus du post-apo. Il y a une volonté de créer une vision optimiste de tout ça. C'est Hugo Bienvenu qui le dit lui-même dans une interview au CNC dont on va reparler un petit peu plus tard, mais il s'est débarrassé du cynisme qui pouvait être présent dans ses œuvres, dans certaines de ses œuvres précédentes, pour se rapprocher de la vision d'un enfant. Et c'est vrai que on a ce regard beaucoup plus poétique, beaucoup plus, encore une fois, candide, naïf, avec l'envie dans le regard de ses enfants de changer le monde vraiment au premier degré, avec vraiment de l'espoir, de la candeur. Et c'est ce que le film véhicule. En fait, l'espoir n'est pas perdu, on est capable d'imaginer quelque chose de mieux pour notre futur, et sans que ce soit jamais ni mièvre, ni la guimauve tartinée de chantilly, parce que le film, il interroge en permanence nos rapports justement entre nature et technologie. Parce que finalement, les deux sont omniprésents. Dans le monde d'Arco, c'est la nature qui reprend ses droits. Dans le futur proche de Iris, la technologie est beaucoup plus présente, mais sert quand même principalement à nous protéger de la nature qui reprend ses droits, probablement à cause des abus de l'humanité. Et vous avez comme ça une genre de boucle qui, là encore, s'auto-alimente et crée une réflexion quand même hyper intéressante. Et ce qui s'ajoute aussi à tout ça, c'est forcément ce rapport prédominant au temps. Arco est un personnage qui voyage dans le temps grâce à sa combinaison, de la même manière que le font sa famille, et on peut imaginer beaucoup de personnes de son époque.
Et tout ça, ce rapport temps, nature, technologie, il se retrouve encapsulé dans une scène qui est sublime et dont je ne vais pas non plus dévoiler plus d'éléments que ça, mais ça se passe avec le personnage de Mickey, donc le robot, dans une grotte plutôt vers la fin du film, donc je m'arrête là, mais vraiment c'est pour moi le symbole très très fort de toutes les thématiques du film. Et puis, même sans ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard dans ma partie C'est pour qui. Si on regarde ça d'une manière tout à fait premier degré, Arco, c'est aussi une super histoire d'aventure avec deux enfants de préadolescents, du genre les aventures qu'on peut vivre justement à cet âge-là où on commence à s'émanciper un petit peu du noyau familial. J'en ai un tout petit peu parlé, mais sur le plan esthétique maintenant, c'est de la 2D classique uniquement, il n'y a pas du tout d'éléments de 3D et on sent à 100% le style, la patte d'Hugo Bienvenu qui est dans chaque plan, dans chaque dessin. Il y a vraiment son trait, son grain, les visages sont globalement assez ronds. On retrouve ces personnages emblématiques, hein, Mickey, j'en ai déjà parlé, hein, les lunettes caractéristiques des trois méchants là. Et forcément, quand on a un style aussi marqué, c'est vrai que c'est difficile de lui faire autre chose que ça. Donc globalement, le film, il reste dans cette même tonalité visuelle. Au niveau de l'animation, on est sur du 12 FPS, donc on réduit de moitié comme ça se fait pas mal. Ça peut paraître un petit peu saccadé, un petit peu primaire, hein, je mets des guillemets, c'est peut-être une des limites aussi du film par rapport à ce qu'on peut voir, c'est vrai, dans certains autres films d'animation avec aussi plus de moyens et peut-être un peu plus d'ambition à ce niveau-là. Là, c'est vrai que c'est vraiment un décalque du style d'Hugo Bienvenu. Moi, personnellement, je trouve que ça fonctionne très très bien. Je suis vraiment très client de tout ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai entendu des critiques à droite à gauche qui pointaient vraiment ce point-là comme élément négatif. Je peux le comprendre, mais si vous êtes sensible à ça, il n'y aura vraiment aucun problème. Parce que pour moi, ce que le film y perd, on va dire en excellence purement technique, c'est vrai que je suis sensible à ça aussi, à la technique, hein, mais je trouve qu'il le gagne, ou en tout cas, c'est contrebalancé par une excellente mise en scène, avec vraiment un souffle épique dans certaines scènes, notamment à la fin où il y a un petit peu plus d'action, mais aussi dans les moments beaucoup plus poétiques. D'ailleurs, la musique d'Arnaud Toulon, elle joue aussi un rôle qui est essentiel. Elle est forcément très inspirée aussi de Joe Hisaishi, hein, ça il faut le dire. Joe Hisaishi qui est le compositeur emblématique des films de Hayao Miyazaki du studio Ghibli. On sent que lui non plus, hein, il n'est pas allé chercher les influences et l'inspiration très très loin, mais en tout cas, sur le film, vraiment, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et puis, il y a quelques épisodes, on parlait de Dragon et de la fameuse scène du premier vol avec Croque-Mou. Et je trouve que dans certains moments, Arco fait des choses qui sont de cet ordre-là, hein. Parce que forcément, il y a aussi du vol, il y a aussi ce sentiment de liberté, de se sentir aussi uni avec la nature. Et il y a de ça, vraiment, dans Arco. Je vais pas le mentir, à certains moments, mes yeux sont un petit peu embués. Dans la salle à Annecy, j'ai entendu pas mal de reniflements. Et puis surtout, ça je l'avais déjà dit, hein, quand j'avais fait mon épisode au Festival d'Annecy, justement, il y a eu une longue, très très longue standing ovation à Bonlieu dans la salle principale pour la séance officielle où non seulement Hugo Bienvenu, mais toute l'équipe du film est venue sur scène pour célébrer ça, pour évidemment prendre cette acclamation du public, pour ressentir ça. Et déjà à ce moment-là, le nom de Arco était un petit peu sur toutes les lèvres, hein. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se jouait. On n'imaginait pas que ça allait forcément être un tourbillon, un tel marathon médiatique. Mais même si peut-être la promo vous a saoulé ou si vous en avez un petit peu trop entendu parler, franchement, mettez ça de côté. Believe the hype, comme on dit. Arco, c'est vraiment pour moi l'un des plus beaux films de cette année. Faut pas qu'on reste ici. Mikinou. Si je venais avec toi, Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux? Comme dans les histoires. Voilà, vous avez mon avis sur Arco, hein. Il est quand même assez clair, hein.
Mais on va quand même prendre un petit peu de recul, essayer de remettre du contexte dans tout ça, et puis de se poser aussi la question, mais c'est qui Hugo Bienvenu quelque part? D'où il sort? Comment est-ce qu'il arrive à générer autant de bruit autour de ce qui est son premier long métrage, on le rappelle? Eh bien, en grande partie parce que justement, c'est pas non plus complètement un débutant, hein, même s'il n'a que 38 ans. Il a déjà une grosse expérience, que ce soit dans l'animation, dans la réalisation, dans l'illustration. Et puis, il a collaboré avec énormément de monde depuis le début de sa carrière, grosso modo en 2010. Donc, il y a quand même 15 ans, hein. Entre 2010 et 2013, il a réalisé 4 courts-métrages, 5 clips, des clips animés, notamment pour le groupe électro Jabberwocky, hein. Je vous invite vraiment à aller voir. Sa page Wikipédia recense très bien tout ce qu'il a pu faire en termes de clips, notamment. Donc voilà, ça vous prendra 3-4 minutes et ça vous donnera une idée du style graphique de sa patte et que ça se retrouve vraiment à 100% dans tout ce qu'il fait. À tel point que il a tellement ce style marqué qu'en 2014, il signe sa première bande dessinée qui s'appelle Suquan Island. Et au total, depuis, il en a signé 10, la dernière en date étant le journal de Mickey en 2023. Donc voilà, Mickey qui revient encore toujours, hein. Et d'ailleurs, il est aussi dans sa BD la plus influente, celle qui a rencontré le plus gros succès, celle qui a, je pense, fait la bascule dans sa carrière, qui est Préférence Système, on va y revenir, qui est sortie en 2019. En parallèle de tout ça, parce que c'est quelqu'un d'hyper actif, ou en tout cas c'est ce que son CV laisse avoir, hein, il a aussi fait de l'illustration pour la presse, des films publicitaires, des campagnes pour des marques, notamment Hermès. Et Hermès, ils sont célèbres aussi pourquoi? Pour leurs fameux carrés, hein, qui sont des foulards, hein, grosso modo. Je vais me faire étriper par tous les fans de mode et de luxe, hein, mais c'est grosso modo ça. Et il va en dessiner plusieurs, donc il est quand même déjà, entre guillemets, dans la haute, hein. Enfin, en tout cas, il est quand même en collaboration avec des maisons prestigieuses. Il fait aussi, en parallèle de tout ça, des couvertures d'albums. Notamment, je vais en citer une que j'aime beaucoup, c'est celle de l'album Taketsubo du groupe L'Impératrice, parce que c'est un groupe et un album que j'aime beaucoup. Et puis bah, la pochette est hyper réussie, je trouve. Encore une fois, son style, il est là à 100%. D'ailleurs, et c'était mon cas finalement, hein, parce que je savais pas que c'était lui à ce moment-là, mais vous avez sans doute vu du Hugo Bienvenu à droite à gauche sans le savoir. Autre chose, en 2021, il participe au reboot de Métal Hurlant, qui est quand même une sommité dans le monde de la bande dessinée française, hein, qui a influencé énormément de choses en bande dessinée, mais dans le cinéma, dans la musique, dans grosso modo tout ce qui se rapporte à une certaine contre-culture depuis les années 70. Il y a eu plusieurs phases à Métal Hurlant, mais le magazine a été relancé en 2021 et est d'ailleurs publié régulièrement aujourd'hui, une fois tous les 3 mois. Il a signé la couverture du premier nouveau numéro, qui est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur la couverture Mickey, évidemment, ou en tout cas son Android fétiche. Mais ensuite, il a quitté le comité de rédaction, donc il n'a pas poursuivi l'aventure, mais ça a été quand même un contributeur assez fort de ce renouveau de Métal Hurlant. Et puis, dernière chose sur son CV, mais quand même à noter, hein, c'est qu'en 2017, il a signé la mini-série Ant-Man pour Disney+, où là encore, il a réussi à mettre sa patte à 100%. Donc, au milieu de tout ça, forcément, l'idée de faire un long métrage, elle a germé à plusieurs moments, mais on le sait, dans l'animation, un long métrage, c'est quelque chose de très chronophage qui peut prendre plusieurs années, hein, 2, 5, 10, en fonction de la complexité de projet et aussi de la capacité à les monter. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit, hein, Hugo Bienvenu, dans une interview donnée au CNC, qui va être ma source principale pour cette partie contexte. Je vous mettrai le lien en description. Il dit, je cite, j'en avais eu envie, donc de réaliser un long métrage, il y a plusieurs années, mais j'y avais renoncé. J'avais même écrit la BD Paiement accepté pour dire au revoir au cinéma et accepter le fait de ne jamais réaliser de long métrage, car le processus me paraissait trop long et trop compliqué. Mais ça, c'était avant, eh bien, la BD qui a tout changé, hein, que j'ai déjà cité, 2019, Préférence Système, qui est un gros carton d'édition qui vraiment le met encore plus sur la carte à ce moment-là. Et d'ailleurs, à tel point qu'une vingtaine de studios, c'est ce qu'il dit, le contactent pour en faire l'adaptation, dont Universal quand même, hein, pour vous dire à quel point tout ça est allé loin, a traversé largement les frontières. Donc lui, il est plutôt chaud à l'idée de créer un long métrage, mais il veut pas adapter Préférence Système, il veut en créer une histoire originale.
D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, hein, j'avais profité de Arco, de la hype autour d'Arco pour me procurer Préférence Système à Annecy. C'est la seule BD d'Hugo Bienvenu que j'ai lue, mais je vous la recommande à 100% si vous êtes fan de SF, de toute la problématique autour de la conservation des œuvres, de qu'est-ce qu'on fait de la culture dans un monde où tout est digitalisé, numérisé, où il va potentiellement falloir faire de la place, etc. C'est très très intelligent, très très intéressant, ça amène à se poser beaucoup de questions. Et puis forcément, visuellement, c'est toujours aussi réussi. Tout ça, forcément, Hugo Bienvenu, ça le travaille à tel point qu'il réfléchit pendant 2 ans pour penser aux films qui l'ont touché et pour se rendre compte finalement que la plupart c'était des films d'animation ou des dessins animés. Et il a une phrase dans cette interview que j'aime beaucoup. Il dit, je cite, les films d'animation sont des objets de partage encore plus, à mes yeux, que le cinéma en prise de vue réelle. Et on peut imaginer que ce qui met derrière, c'est ce passage entre les générations, ce pont générationnel que peuvent être les films d'animation, hein, quand ils sont partagés entre enfants, parents, et que on les transmet à nos tours, à nos futurs enfants. C'est au milieu de tout ça, pendant le confinement, qui va dessiner les premiers contours d'un personnage qui va devenir Arco, qui sort du ciel et qui laisse derrière lui une traînée arc-en-ciel. Et c'est là qu'il commence à imaginer le début de son histoire, la rencontre entre ce personnage et Iris. D'abord, il pense à en faire un court-métrage, mais son ami Félix de Givry, qu'il avait rencontré sur le tournage du film Eden de Mia Hansen-Løve, lui le convainc d'en faire un long-métrage. Et ensemble, ils travaillaient jusque-là chacun de leur côté et ils finissent par fonder la société de production Remembers, qui est donc l'une des sociétés de production du film. Parce que c'est un long métrage et qu'il n'en a encore jamais fait, Hugo Bienvenu il cherche à se faire aider pour le scénario et puis finalement il en revient à Félix de Givry, avec qui il finit par coécrire le film, ou en tout cas Hugo Bienvenu était plus chargé de la mise en écriture visuelle, on va dire, et puis Félix de Givry l'accompagnait pour l'écriture du scénario en tant que tel. Il va également aller chercher un autre de ses amis, dont j'ai parlé dans la première partie, qui est Arnaud Toulon, avec qui il va faire la musique, et d'ailleurs le processus a commencé très très tôt dans la production du film, hein. Hugo Bienvenu dit que ça lui a pris 5 ans en tout de faire la musique, donc de la pré-production du film à sa sortie. Mais voilà, c'est très bien, il y a une ébauche de scénario, le film commence à prendre quelques contours un petit peu plus précis, mais il faut réussir à le faire financer. Il toque à plusieurs portes, personne ne leur répond favorablement, pas trop de plan B, et puis finalement, ils se décident à mettre tout l'argent de la boîte, leur argent à eux, donc 300 000 euros à l'époque, pour faire un animatique de 40 minutes. Un animatique, c'est quoi? C'est une version alpha, on va dire, de ce que sera le film, à mi-chemin entre le film terminé et le storyboard, qui sont en fait des dessins, en l'occurrence là, qui étaient en noir et blanc, avec les mouvements décomposés au maximum pour donner une idée de ce que sera le film. Et puis c'est là où il faut un petit coup de pouce du destin aussi, hein, puisque Hugo Bienvenu et Félix de Givry, quel hasard, quel coup de bol, ont le même agent que Nathalie Portman, voyez-vous ça, qui venait, elle, de créer sa propre boîte de production avec une Française, Sophie Masse, qui s'appelle Mountain A. Elles finissent par voir l'animatique et le lendemain, elles signent, elles se lancent dans le projet. Et puis après, parce que l'animation, c'est forcément beaucoup de monde qui se joint à la fête, eh bien, ils ont été rejoints par la Fondation Gann, le CNC, Diafana pour la distribution française, Goodfellas pour la distribution internationale, et même Netflix et France TV. Donc, il en faut du monde pour faire un film d'animation, hein. Ça, je le dis, je le répète à longueur d'épisode. Et surtout, il faut s'accrocher, compter parfois aussi sur un petit coup de pouce du destin, puisque Nathalie Portman, elle est en grande responsable aussi, ou en tout cas sa figure responsable de la hype qu'a pris Arco. Forcément, c'est beaucoup plus sexy de vendre un film d'animation français avec sa figure, son réseau, son carnet d'adresses à elle. Certes, c'est un petit film français, je mets des guillemets parce que le casting laisse penser aussi qu'il y avait quand même pas mal d'argent qui a été mis là-dedans pour offrir une certaine aura au film. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le casting à l'international qui est complètement maboule également. En anglais, on a notamment Will Ferrell, America Ferrara, Flea, Nathalie Portman elle-même, Mark Ruffalo ou encore Andy Samberg. Donc il y a quand même de la thune là-dedans, hein. On est loin du petit projet indépendant. Mais quand même, on est content, hein. Attention, c'est pas du tout pour dénigrer ça. On est content qu'il y ait un film français, d'ailleurs fait 100% en France, hein. Ça aussi, il faut le dire. Et c'était
une des conditions posées par Hugo Bienvenu, hein, que le film se fasse en 2D entièrement et aussi en France 100%. D'ailleurs, là encore, c'est lui qui le dit, je cite: Avec Arco, je voulais qu'on puisse se dire qu'en France, on a la capacité de faire un grand film d'aventure. Il faut protéger cet artisanat et ce savoir-faire qui est le nôtre, alors que plein de dangers menacent, à commencer par l'IA. Mais j'ai bien conscience que ça passe par un succès en salle pour pouvoir servir d'exemple. Ouais, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est facile. Pour promouvoir la production française, eh bien, ruez-vous en salle pour aller voir Arco. Hein, vous l'avez compris, déjà de base, c'est un film que j'aime beaucoup. Et puis, bah, si en plus, ça peut nous faire de la pub, non seulement en France, mais en plus, comme je l'ai dit, à l'international, hein, puisque le film a cartonné auprès des critiques aussi aux États-Unis. Je suis tombé sur un article, je ne sais plus exactement de quel média, mais qui commence déjà à faire ses projections pour les Oscars, hein, catégorie par catégorie. Et grosso modo, tous les critiques qui collaboraient, en tout cas qui avaient été interviewés dans le cadre de cet article, pour l'Oscar du meilleur film d'animation, tout le monde, je dis bien tout le monde, a mis Arco en tête. Évidemment, ça ne présage pas déjà de la statuette, mais c'est quand même un super bon signe. En plus de ça, le film a été présélectionné par la France pour faire partie des candidats au meilleur film international, puisqu'en fait ce sont les pays qui font une première shortlist pour déterminer le film qui va aller les représenter. Et ensuite, c'est l'Académie des Oscars qui sélectionne bien les meilleurs pays, les meilleurs films qui sont sortis de cette sélection-là. Et ça, le fait qu'un film soit présélectionné pour représenter la France aux Oscars, c'est une première pour un film d'animation. Donc, on est potentiellement sur un énorme banger, là, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce ne sera pas tout à fait comparable non plus, hein, en termes de success story à partir de 3 francs 6 sous à ce qu'a réalisé Flo l'an dernier, qui était d'ailleurs lui aussi en course pour l'Oscar du meilleur film international. Mais ça resterait quand même une sacrée perf, et croyez bien qu'on va surveiller tout ça de très près. On en arrive à la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui Arco. Eh bien, je l'ai déjà un petit peu dit, hein, c'est grosso modo pour petits et grands, donc en fait un petit peu pour tout le monde, hein, même pour les enfants, je dirais à partir de 5-6 ans, sans trop de problèmes. Il y a certes quelques scènes d'action sur la fin qui peuvent peut-être un peu trancher avec le reste, mais à mon avis ça reste suffisamment soft, et puis surtout, je pense qu'ils seront globalement émerveillés par la qualité visuelle du film, et puis ils se raccrocheront à l'histoire d'amitié entre Iris et Arco. Ça, je pense qu'ils le comprendront très très bien. Il y a aussi un bébé, il y a des personnages qui servent quand même de comic relief, donc il y a des choses pour eux, il n'y a pas de problème. Ça s'adresse forcément aussi aux parents, hein, je l'ai dit, c'est la force intergénérationnelle du film. Bon, et quand je dis parents, c'est aussi nous, hein, les trentenaires, quarantenaires, vingtenaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un enfant pour aller voir ce film, je vous rassure, hein. Mais grosso modo les adultes, voilà, qui seront sensibles aux autres thématiques du film, justement, hein, qui verront le message écologique derrière, les nombreuses références, le rapport à la technologie, tout ça, forcément, ça nous parle, on est en plein dedans. Et puis enfin, bah, ce n'est pas pour vous si vous êtes allergique à la SF, ou en tout cas à cette SF un petit peu nostalgique, quoi, cette SF très années 50, 60, à la papa presque, ou si vous avez perdu votre âme d'enfant carrément, ça peut arriver aussi, hein, mais dans ce cas-là, je ne pense pas que vous écoutiez ce podcast. On en arrive à la note pour replacer Arco dans le grand classement Letterboxd d'Animedia, et je vais lui mettre la note de 4 sur 5. En point positif, bon bah ça aussi je l'ai déjà un petit peu dit, hein, mais moi je suis très fan vraiment de l'histoire d'amitié entre Iris et Arco. La patte graphique, j'ai cru entendre qu'elle en avait rebuté certains. Moi, ça marche très bien, aucun problème, je prends. Je pense qu'on en a assez vu, hein, de cyberpunk avec des tuyaux partout, de post-apo un petit peu classique qui font genre qu'ils ont une DA sans en avoir. Là, il y a quelque chose de très tranché. Voilà, c'est un choix, ça peut plaire ou pas, mais je pense quand même qu'il faut être un petit peu difficile. Le sous-texte écologique aussi, qui vraiment, je trouve, assume là encore cette différence assez marquée, le côté optimiste, plutôt que la déprime. Je pense que ça peut nous faire du bien aussi en tant que société, hein, et humainement, voilà. J'ai bien aimé le côté humour, le mélange des genres aussi dans le film, l'aventure. Enfin, on sait jamais vraiment ce qu'on va avoir, je trouve. Et puis la musique qui fonctionne très bien en film. J'avoue que je ne l'ai pas réécouté à côté. Mais voilà, quand je revois les images, quand je revois la bande-annonce, tout ça, vraiment, je ressens ça à l'intérieur et j'ai vraiment des flashs, des souvenirs du film. C'est quand même plutôt un bon signe. En point négatif, je dirais peut-être la deuxième partie où on quitte justement ce côté un petit peu poétique pour verser un petit peu trop dans l'action. La dernière partie, peut-être plutôt que deuxième. C'est vraiment histoire de chipoter un petit peu.
Également, le manque peut-être un petit peu de folie dans l'animation. Je l'ai dit, on reste à 12 FPS, il n'y a pas de grandes envolées, ou en tout cas de différenciation au sein du film, différents styles qui s'entrechoquent. Là, on reste sur quelque chose qui est le même du début à la fin. Et puis, bon, quelques petites incohérences que je vais pas forcément soulever ici, dans le sens où ce serait déjà un micro-spoil. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont fait légèrement tiquer, sachant que bah, les deux époques du film sont séparées de 900 ans. Mais bon, là encore, c'est peut-être histoire de chipoter et de mettre quelque chose dans cette partie-là, parce que grosso modo, j'ai pas grand-chose à redire sur le film. 4 sur 5, donc ça le replace derrière Kiki et la petite sorcière. J'étais un petit peu obligé quand même de mettre un film de Miyazaki du studio Ghibli en comparaison. Kiki qui est un film que j'ai vraiment redécouvert la deuxième fois où je l'ai vu et que vraiment je porte très très haut dans mon cœur. Ça le met au même niveau que Amélie et la métaphysique des tubes, pour citer bah, un autre film d'animation français qui avait fait du bruit à Annecy et qui est vraiment là encore l'un des meilleurs films de cette année. Et ça le met devant Belle de Mamoru Hosoda. J'ai essayé de trouver quelque chose un peu équivalent en termes de direction artistique très très tranchée. En tout cas, vous l'avez compris, il a très bien sa place dans le haut du classement. Allez, on ouvre rapidement la page calendrier des sorties de cet épisode, puisque on a eu quand même pas mal de choses qui sont arrivées là dans ce mois d'octobre. Notamment le 15, c'est-à-dire mercredi dernier, Marcel et Monsieur Pagnol, qui est un biopic donc de Marcel Pagnol, signé Sylvain Chomet, qui est quand même le réalisateur des Triplettes de Belleville et de l'Illusionniste. Et pourquoi c'est intéressant, pourquoi je dirais qu'il faut aller le voir déjà parce que, je l'ai dit, c'est que son troisième film à Sylvain Chomet, hein, c'est un réalisateur d'animation très très rare, et que globalement la qualité est toujours au rendez-vous. Esthétiquement en tout cas, là encore, il n'y a pas de problème, il y a 100% sa patte, ça fonctionne super bien. Je lui avais mis 3 étoiles entre guillemets uniquement, après l'avoir vu à Annecy. Pourquoi ? Parce que je trouve le format du biopic un petit peu trop étriqué, un petit peu trop classique, hein. On a vraiment le déroulé habituel sur ce genre de film, de la petite enfance à la mort, grosso modo, même si ça fonctionne à travers un flashback hein, où le vieux Marcel Pagnol est visité par son lui-même plus jeune, qui va justement l'aider à se replonger dans ce qu'il a pu vivre pendant toutes ces années. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment, parce que c'est un monsieur et une époque qui est assez loin de moi, son rôle dans l'histoire du cinéma français, en fait, dans l'histoire du cinéma parlant, de cette différence assumée aussi entre ce qui était à l'époque le cinéma, le théâtre parisien, et lui, son origine marseillaise. Ça, c'est une chose. Après, est-ce que je vais forcément au cinéma pour apprendre des trucs ? J'ai envie de vous dire, ça dépend. Là, c'est vrai que ça a fait en sorte de m'intéresser, mais je pense que vraiment, si le film n'avait pas été fait en animation, je suis pas sûr que j'y serais allé, pour être honnête. Et puis bon, il y a quelque chose qui m'a quand même un petit peu dérangé, sur lequel j'avais pas mis le doigt pendant un bon moment pendant le film. Autant les autres personnages, je trouve, sont plutôt bien incarnés, et on sent que ça vient du sud, des Cigales, et croyez-moi, je me retiens très fort pour pas vous faire l'accent marseillais, ce que n'a pas fait Laurent Lafitte, puisque c'est bien lui qui double Marcel Pagnol. Et vous savez quoi, je trouve que ça se sent un petit peu, que ça s'entend quand même. Une fois qu'on sait que c'est lui, on l'imagine là derrière son micro en train de cabotiner à essayer de prendre l'accent chantant de l'époque. Ça casse un petit peu le truc quand même. Moi, j'ai un peu l'impression de revoir François Civil avec ses cheveux peroxydés dans Bac Nord. Ça marche bof. Voilà. Après, j'ai cru comprendre que pour certains, c'était absolument pas un problème. Tant mieux. Il est encore en salle, évidemment. Ça s'adresse plutôt quand même à un public adulte, hein, parce que ça reste un biopic sur une figure d'un certain cinéma à l'ancienne, hein. Donc c'est vrai que faut quand même cocher quelques cases, je pense, avant d'aller voir ça. Aussi le 15 octobre, et là je vais être beaucoup plus positif, parce que c'est une vraie bonne surprise pour moi, c'est La vie de château, mon enfance à Versailles, qui est l'adaptation en film d'une série. Et c'est en fait plusieurs épisodes mis bout à bout, mais ça ne se ressent absolument pas, c'est hyper fluide. Et ça raconte quoi ? C'est l'histoire de Violette, 8 ans, qui est contrainte, après la mort de ses parents dans les attentats du 15 novembre 2015, d'aller vivre chez son oncle, qui est en fait un vieil oncle bourru, un géant, qui est agent d'entretien au château de Versailles. Et donc ça parle du deuil, de la réadaptation, du fait de se recréer une famille dans un nouvel environnement, des relations familiales même au global. C'était vraiment très beau et touchant. Je m'attendais
pas du tout à ça, je m'attendais pas à grand-chose en fait, parce que c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas du tout et vraiment je vous le recommande avec des enfants, mais même, pour vous en fait, hein, si jamais vous avez été, touchés malheureusement, par, ces attentats du 15 novembre ou pas, il y a, quelque chose encore une fois de l'ordre de l'universalité. C'est une très belle histoire d'émancipation aussi de cette, jeune fille qui est, hyper forte pour, faire face à tout ça, qui se retrouve dans un environnement, qui forcément, lui paraît hostile, avec cette, poésie du quotidien que j'aime beaucoup. C'est une chronique en fait, hein, qui s'étale sur, quelques mois et je vous le recommande, hein, vraiment. Moi, je lui avais mis, 3,5 sur 5. Le style d'animation est un petit peu, classique, mais, il fonctionne, très, très bien. C'est de la 2D, de la très belle 2D, bien bien polish. Franchement, allez y faire un tour, pendant les vacances, ça s'adapte très, très bien et puis, autre film qui a l'air de fonctionner d'ailleurs, plutôt bien, c'est Hopper et le secret de la marmotte. Alors là, on change complètement d'ambiance, hein, puisqu'on est dans de la 3D, pareil assez classique, mais très, très bien faite, je trouve, qui est la suite de Hopper et le hamster des ténèbres, qui est encore une fois, quelque chose qui m'avait complètement échappé jusque-là. Hopper, c'est quoi? C'est un mélange entre une poule et un lapin, si vous voulez, et en l'occurrence, qui vit des aventures. C'est un vrai bon petit film d'aventure avec une équipée où il a un putois et une tortue comme compagnons autour de lui, qui vont se rendre sur une île avec ses particularités pour essayer de découvrir un trésor, etc. On est vraiment dans le film d'aventure balisé pour un public adulte. Personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu verbeux. Je trouve que ça parle beaucoup et il y a quand même des concepts assez évolués, je trouve, pour un très jeune public. Moi, je le conseillerais plutôt à partir de 10 ans. Si jamais ils ont vu le précédent opus qui date de 2023, c'est mieux aussi. Comme ça, ils pourront grandir avec les personnages. C'est vraiment plutôt recommandable, hein. Il y a des moments que j'aime beaucoup, avec notamment des cochons cubiques. Alors apparemment, ils étaient dans le premier film. Moi, je les ai découverts là. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures scènes du film. Donc sur moi, ça a fonctionné. Et puis, il y a aussi des passages qui sont à tomber en 2D, en aquarelle, qui m'ont rappelé Ernest et Célestine. Donc, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, si vous voulez y trouver quelque chose, là encore, en tant que parent, pour accompagner un enfant, il y a vraiment quelque chose à y voir. C'est bien mieux fait que ce que ça n'en a l'air. Vraiment, je recommande. J'avais mis 3 sur 5, dans le sens où voilà, ça remplit son job. Un très bon divertissement, là encore, pour les vacances. On en arrive à ce mercredi 22 octobre et il y a encore des sorties. Je vais aller un petit peu plus vite sur le premier qui est Chainsaw Man, le film L'arc de Rez. Là, on est dans l'adaptation d'une partie du manga Chainsaw Man que je ne connais pas. J'en ai entendu du bien. Je m'étais dit qu'il fallait que je m'y mette. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas 38 vies. Mais c'est grosso modo la suite de la saison 1 vue depuis l'angle donc d'un autre personnage qui n'est pas le personnage principal. Donc, eh bien, les amateurs apprécieront. Il y a l'air d'avoir quand même une sortie assez généreuse, hein, je trouve, en termes de salle. On n'est pas du tout sur une sortie sur 2 ou 3 jours, mais vraiment sur une sortie nationale un mercredi. Donc, eh bien, écoutez, tant mieux pour les amateurs de Chainsaw Man. Je pense pas qu'il faille découvrir la série avec ce film, hein. Vaut mieux aller regarder le manga d'abord, l'animé plutôt. Et je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus en revanche sur le dernier film de ce calendrier des sorties, et non des moindres, hein, qui est Le Secret des Mésanges, réalisé par Antoine Lancio. Et je vais vous en parler en bien parce que c'est un super film trop mignon qui est fait entièrement en papier découpé. Et quand je vous dis papier découpé, c'est que là on parle de feuilles de papier canson, les mêmes que vous utilisiez en cours d'art plastique au collège. Et là, toute l'équipe du film a fait un travail de dingue pour créer des personnages, des arrière-plans, les faire bouger, les rendre vivants avec vraiment cette technique ultra basique mais ultra impressionnante, je trouve. Alors au début, on a tendance à voir un petit peu que ça, on est un peu émerveillé, l'idée de se dire mais c'est vraiment du papier, c'est dingue. Et après, heureusement ou pas d'ailleurs, hein, on l'oublie, preuve que ça fonctionne super bien, que le cinéma d'animation a cette capacité à générer de l'illusion comme n'importe quel autre. Et là, on revient pourtant à une technique hyper primaire, hein, sur le papier. Mais déjà, visuellement, artistiquement, c'est complètement dingue. Et puis, c'est aussi une histoire assez touchante, hein, sur le personnage d'une jeune fille qui se retrouve dans le village d'enfance de sa mère, qui est vraiment perdue au milieu de la campagne, puisque sa mère fait des fouilles archéologiques dans le château du coin. Et bien sûr, ils vont découvrir des secrets enfouis à tous les niveaux, à la fois que pour la famille, pour le village,
pour elle-même, que ce soit la mère ou la fille. C'est très très beau, ça raconte ces histoires familiales, de transmission. Là encore, il y a un petit côté coming of age, il y a une histoire d'aventure un petit peu slow life à la campagne. Moi, ça me touche forcément parce que c'est des choses que j'ai connues, hein. Je viens entre guillemets de ces campagnes-là, hein, avec ces tracteurs-là, ces corps de ferme, ces petits vieux. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a un des personnages qui est doublé par un humoriste qui vient vraiment de mon coin, hein, en Deux-Sèvres. Donc ça m'a rapporté une petite touche d'histoire personnelle. Vraiment, je vous le recommande. J'ai un petit peu peur qu'il passe à la trappe à cause justement du bulldozer Arco qui va rouler là sur son papier canson. Donnez-lui une chance et surtout allez voir aussi quelque chose de différent. Après tout, c'est les vacances, il y a le temps, vous pouvez bien vous faire 2 films en 2 semaines. C'est pas trop vous en demander, je pense. Le secret des mésanges, franchement, ça vaut le détour. Voilà, cette fois on en arrive bien à la fin de cet épisode 35. Déjà comme le temps passe vite. Retrouvez bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes de votre choix, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et même YouTube. L'important c'est quoi? C'est de vous abonner, bien sûr, de laisser un commentaire, c'est encore mieux. Je vous lis, je vous réponds. Et ça, je le fais également sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, Blue Sky et TikTok, c'est @animediapodcast. Donc voilà, laissez des étoiles et puis parlez-en autour de vous aussi, vraiment. Hein, le bouche à oreille, c'est ce qui fait pour beaucoup. C'est la pub que vous me faites, hein, qui fonctionne même encore mieux que celle que moi je peux faire. Je sais qu'il y a des parents qui m'écoutent, alors parlez-en aux autres parents là, à la sortie de l'école. Est-ce que votre gamin aussi, il a vu K-pop Demon Hunters, il en est complètement dingue. Voilà, il y a tel podcast qu'on parle, tu devrais écouter pour essayer de comprendre et de t'y mettre. Ça, c'est une bonne chose à faire avant de partir en vacances ou alors au détour d'un goûter d'anniversaire. Bref, je m'éternise. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial Halloween. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos contributions sur les réseaux sociaux. Justement, je vous citerai dans cet épisode. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine et ciao!